Bonjour, donc je vais vous faire un panorama rapide, un quart d'heure, de l'open source en France et en même temps vous présenter un peu la filière et comment elle s'est structurée avec le CNLL. Un petit rappel, on parlera aujourd'hui de logiciels libres, d'open source. Beaucoup de gens utilisent l'un et l'autre terme parfois en croyant que c'est la même chose, parfois au contraire en croyant qu'il y a des différences qui ne sont pas aussi fortes qu'ils le croient. Donc voilà, un petit rappel, le logiciel libre met l'accent sur des valeurs de liberté et a une plus forte exigence, disons, ne considère pas le logiciel libre comme une option, mais comme une exigence. L'open source, un mouvement un peu plus tardif, qui a la volonté de rentrer ces logiciels dans les entreprises et qui met l'accent sur leur qualité. Les croyances sont assez profondément différentes, néanmoins elles ne sont pas radicalement opposées pour autant, et ce qui est important de retenir, c'est que ce sont les mêmes licences, les mêmes logiciels, les mêmes droits même, et a fortiori les mêmes entreprises. Quelques chiffres, Madame la Ministre l'a cité, c'est une étude PAC qui date de l'année dernière, 2,5 milliards d'euros, c'est l'open source en France, 6% de la filière des logiciels et services, 30 000 emplois. 30 000 emplois, bien sûr, ça n'inclut pas que des entreprises pure players. Notre estimation, c'est qu'environ 10% sont chez les pure players, les autres sont dans les grandes SS2I, mais aussi énormément dans les entreprises utilisatrices, que ce soit dans le monde des services ou de l'industrie. La filière open source en France proprement dite, c'est-à-dire les entreprises spécialisées, c'est environ 300 entreprises, une taille moyenne de 10 salariés, une taille médiane de 5, ça donne à peu près ça, de manière très macroscopique, beaucoup de très petites entreprises, une estimation d'environ 125 entreprises entre 6 et 60 salariés et une quinzaine d'entreprises qui ont plus de 60 salariés. On a interrogé, le CNLL ces 2 derniers mois a interrogé toutes ces entreprises dans une enquête en ligne auxquelles 112 d'entre elles ont répondu, donc c'est un échantillon assez fortement représentatif. 68% ont dit avoir connu de la croissance en 2012 et 83% disaient prévoir de la croissance dans leur activité en 2013. Leurs activités, telles qu'elles les ont décrites, là on a le pourcentage qui disait faire plus de 15% de son activité dans chacune de ces catégories, donc du développement à base et pour du logiciel open source, de l'intégration de produits, de l'édition de logiciels, 33% d'entre elles en pratiquaient, et puis bien entendu également du conseil et de la formation. 74% de ces entreprises disaient avoir des difficultés à recruter bien sûr des gens adéquatement formés aux technologies, mais aussi aux démarches propres à l'open source. 65% d'entre elles disaient contribuer à du logiciel libre, 38% étaient membres d'un pôle, 45% avaient bénéficié d'aide de l'État ou éventuellement de régions en matière de recherche et développement, et 60% disaient travailler en réseau au sein d'associations et de clusters d'entreprises. Ce qu'elles disaient que leurs clients attendaient, trouvaient comme bénéfice particulier à leur offre open source, le service, l'expertise, le coût, la pérennité, le respect des standards. C'est une chose importante des études de Gartner, je crois qu'il datait de 2011, citait aussi que le coût n'était pas cité comme la première raison d'adopter l'open source. C'était peut-être pas exactement dans cet ordre. Je crois que la pérennité, le respect des standards, l'ouverture intervenait parmi les premières raisons. Les menaces qu'ils voyaient, justement, encore une fois, le manque de formation adaptée, le manque d'implication des collectivités, les modèles économiques et éditeurs, pas toujours très lisibles, et puis l'oubli des valeurs. C'est important. Une autre étude récente de Forrester parlait d'un âge d'or de l'open source. L'open source est omniprésent, beaucoup de gens l'ont cité, mais malgré ça, on ne mesure pas encore à quel point l'open source est omniprésent. C'est un peu la matière noire de l'univers, on ne la voit pas toujours, mais c'est elle qui donne sa masse et sa cohésion à la galaxie de l'informatique et des technologies nouvelles. L'open source est dans un nombre de plus en plus grand d'équipements. On rentre dans l'ère des objets connectés, des objets intelligents. Les objets connectés, ils sont open source en très grande majorité. Forrester, qui avait mené une étude auprès d'un grand nombre de développeurs, rapportait que 5 sur 6 d'entre eux déclaraient utiliser ou avoir utilisé des composants open source dans leur développement. Et que de ce fait, grâce à cela, lancer une start-up, innover dans le monde du logiciel, coûtait 10 fois moins cher qu'il y a 10 ans.
Ça rejoint, d'ailleurs, beaucoup de gens ont une estimation semblable, ce qui donne un âge d'or des startups également. J'ai dit tout à l'heure que 300 entreprises, 10% environ des emplois sont dans des entreprises spécialisées, mais j'aimerais souligner que ces 300 ont un rôle de catalyseur. C'est peu de choses, 10% de toute une industrie, des 2,6 milliards d'euros concentrés sur des entreprises souvent, comme on l'a dit, de très petite taille. Mais ces entreprises sont ce qui rend possible les 90 autres %, parce que c'est elles qui interviennent en formation, en accompagnement, en apport d'expertise, y compris dans ces grands groupes qui déploient l'open source et qui représentent les 90 autres %. Et encore, ces 100% ne sont-ils que le point de départ d'une chaîne de création de valeur et de compétitivité qui se propage à l'ensemble de l'industrie française. Gratuit, pas gratuit, j'aimerais ne pas éviter le sujet aujourd'hui. En réalité, il est, même si à certains égards il est un peu hors sujet, j'aimerais insister sur le fait que l'open source, c'est à mes yeux deux univers imbriqués. Un univers non marchand, d'inspiration humaniste, qui est celui des fondations et communautés, qui souvent a donné naissance à ce qu'il y a de plus transformationnel dans l'open source, et puis un univers marchand, industriel, celui des entreprises, celui d'une filière. Ils ne sont nullement opposés, mais interdépendants, et il y a quelques semaines de cela, le président Jim Whitehurst de Red Hat tenait une conférence organisée par Syntec qui justement expliquait très bien cette articulation de l'univers des fondations avec celui des entreprises. Quelques mots encore, l'univers non marchand d'inspiration humaniste, il vise la construction d'un patrimoine de connaissances en forme de code source. Il est non marchand, mais il n'est pas du tout à l'écart de la sphère économique. Il a au contraire des impacts économiques énormes. Et les entreprises, par ailleurs, y jouent un rôle déterminant puisqu'elles sont, dans beaucoup de cas, les principales contributrices de ces grands projets, que ce soit Linux ou les grands projets Apache ou ceux de bien d'autres fondations. C'est une forme de R&D mutualisée à une échelle jamais vue jusqu'à présent et la France doit y tenir sa place. Un univers marchand, une industrie, des entreprises dynamiques, on l'a dit, j'en dirai quelques mots encore. La propriété intellectuelle, j'aimerais en parler, elle est au cœur de l'open source. Certes, les défenseurs de l'open source refusent avec vigueur les brevets logiciels, mais néanmoins, ils savent que le fondement de l'open source est dans le droit d'auteur, le copyright, qui lui-même fonde les licences, qui elles-mêmes définissent l'open source. Donc l'attachement à la propriété intellectuelle, du moins à la partie copyright, est très fort. L'open source, par ailleurs, n'est pas sans barrière à l'entrée, même si elles sont moins matérialisées. Elles ne sont pas matérialisées par des brevets, elles sont matérialisées en partie par le copyright, mais elles sont matérialisées surtout par l'expertise et la légitimité. Et c'est important à souligner parce que quand l'État met en place des dispositifs d'aide à la R&D, c'est bien pour permettre aux entreprises d'améliorer leur compétitivité, c'est-à-dire de construire des avantages que les autres n'auront pas, et donc qui ne s'enfuiront pas, par exemple, vers leurs concurrents étrangers. Donc c'est important de bien comprendre que l'open source, même s'il s'appuie sur une plus grande diffusion, une plus grande facilité de diffusion du savoir, n'est pas antagoniste pour autant avec la construction de barrières à l'entrée pour les entreprises. Je vais accélérer un peu. Des chefs d'entreprise open source, c'est un peu ceux que je représente ici aujourd'hui. Ils sont pour une bonne part d'entre eux créateurs d'entreprises. Pratiquement tous sont très attachés aux valeurs fondatrices du logiciel libre, mais pour autant ce ne sont pas des doux rêveurs. Ils se battent quotidiennement pour faire marcher leur entreprise, pour la faire croître, pour gagner des marchés. Ils sont presque toujours un peu hackers dans l'âme, ils sont experts du numérique, des technologies, mais aussi des enjeux, des impacts. Ils sont engagés dans beaucoup de combats sociétaux, qui sont aussi les combats portés par l'April. Et dans beaucoup de cas, ils réussissent, puisqu'on l'a vu qu'ils étaient souvent en forte croissance. J'aimerais faire un petit focus particulier sur les éditeurs au sein de ces entreprises qui ont un rôle important pour améliorer la balance commerciale de la France. Le logiciel s'importe beaucoup en France, il s'exporte aussi. Les éditeurs open source français sont en pointe. J'en ai cité quelques-uns ici, mais il y en a bien d'autres qui m'excuseront.
Et bien sûr, dans le logiciel, comme vous le savez, la diffusion est rapidement globale, mondiale, et bien des éditeurs sont surpris de savoir que leurs produits sont utilisés dans des pays où ils ne sont nullement présents. Mais le jour où ils débarqueront dans ces pays, que ce soit au Brésil ou à Hong Kong, leurs produits les aura précédés et ils auront une grande facilité à pénétrer ces marchés. Un petit focus sur les clusters régionaux. Quand on dit la filière doit se structurer, mais il faut bien comprendre que la filière se structure depuis 10 ans. Elle y travaille ardemment et avec succès. J'ai mis ici, c'est un schéma des clusters régionaux d'entreprises. Quelques dates pour la création de certains d'entre eux, qui justement constitue le CNLL. Donc vous voyez que ça remonte à une dizaine d'années environ, qu'au niveau régional, les entreprises de toute taille qui œuvrent dans le logiciel libre et open source se sont réunies pour à la fois travailler en réseau, mais aussi construire des événements et aussi interagir avec les pouvoirs publics régionaux. Ces clusters et associations ainsi que des groupes thématiques de pôles de compétitivité se sont réunis en février 2010, il y a 3 ans maintenant, pour constituer le CNLL et lui donner pour mission à la fois de faciliter et d'encourager les échanges entre clusters, de porter la parole des entreprises du libre au niveau national et de défendre la filière globalement en étant l'interlocuteur des pouvoirs publics sur ces sujets. Le CNLL s'insère dans un écosystème associatif qui lui-même est très dynamique, des associations de promotion que je pourrais appeler à large spectre et en tout cas très actives depuis de longues années, depuis plus de 10 ans, l'April et l'AFUL, des associations aux missions plus ciblées, telles que l'Adulact, dont un représentant, François Elie, participera à une table ronde en fin de journée, Framasoft, des associations, donc les associations d'entreprises régionales dont j'ai déjà parlé, groupes thématiques au sein de pôles de compétitivité tels que le GTLL, des associations très locales telles que les GUL, des associations de type consortium telles que l'Open World, OW2, pardon, et puis Syntec Numérique, évidemment, qui, bien sûr, ne se consacre pas au logiciel libre, ça se saurait, mais y participe, et manifestement aujourd'hui, et y voit certainement une des thématiques clés du numérique dont il ne peut pas être absent. Le CNLL a communiqué au gouvernement en octobre dernier un dossier de 10 propositions que je ne vais pas détailler toutes ici, d'autant que Jeanne en a parcouru certaines d'entre elles. Les brevets logiciels, je vais faire un petit focus sur un tout petit nombre d'entre elles, et j'en ai pour environ 2 minutes encore. Les brevets logiciels, un combat qui semble ne jamais être fini. Je pense que tout le monde a en tête les prises de position de Michel Rocard au Parlement européen en 2005, qui témoignait non seulement d'un engagement dans le bon sens, mais surtout d'une exceptionnelle compréhension des enjeux. Pour moi, c'est vraiment le modèle de l'homme politique qui n'est pas technologue et qui néanmoins se plonge dans un dossier pour en comprendre les tenants et aboutissants et qui aboutit à la juste prise de position. Il est impossible pour n'importe quel informaticien, vous le dira, et pourra l'expliquer aux hommes politiques et femmes politiques, il est impossible de développer dans un champ de mine des brevets. Et ce qui est censé être un stimulus pour l'innovation devient un étouffoir. Citation de François Hollande, qui était dans le cadre des prises de position que nous avions demandées au CNLL, aux candidats dans le cadre de la campagne présidentielle. Le combat pour de vrais standards ouverts, ça a été évoqué déjà par mes prédécesseurs, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais manifestement, tout le monde l'a souligné, les standards francs ne sont pas compatibles avec le logiciel libre et sont donc inadmissibles à cet égard. La citation en bas de la page est également de François Hollande. Un combat pour l'éducation, enseigner avec le logiciel libre, enseigner le logiciel libre en tant que tel. J'avais co-signé avec Stéphane Fermigier, Roberto Di Cosmo, une tribune dans Le Monde, précisément sur ce sujet. Il faut enseigner le logiciel libre, où nous essayons d'expliquer pourquoi, d'une part, le logiciel libre est parfaitement articulé avec la démarche scientifique, mais que par ailleurs, l'open source constituant le socle et la matière première de l'informatique moderne, c'était fondamental que les informaticiens en soient imprégnés et que par ailleurs, ça leur donnerait des débouchés importants.
Un autre combat et une autre proposition pour des politiques d'achat et de mutualisation. Je vais passer rapidement là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Et bien sûr, l'adaptation des dispositifs de R&D au logiciel libre, en particulier à l'évidence, ne pas prendre le brevet comme une métrique d'évaluation adaptée au logiciel. Le groupe thématique logiciel libre du pôle systématique Paris Région, qui réunit 70 entreprises, a monté en 5 ans 33 projets pour un total d'efforts de R&D de 140 millions d'euros. Je passe là-dessus et voilà ma conclusion. Donc, comme l'a dit Jeanne, nous avons tous entendu des signaux très positifs, des signaux forts de la part du Premier ministre, de la part de Madame Fleur Pellerin. Les signaux, ça n'est que le début. Il reste, comme on l'a dit, à déployer une véritable politique, j'ajoute industrielle, moi, par rapport à Jeanne, une politique industrielle du logiciel libre. J'aimerais remercier Alexandre Zapolski d'avoir organisé cet événement, remercier Syntec Numérique d'avoir fait en sorte que tous les points de vue y soient représentés, et remercier évidemment Madame la Ministre de nous accueillir. Formidable, merci Patrice.